Bonjour Catherine et Marie Vieille. Bonjour. Alors donc nous allons partir avec à l'autre bout du monde, au pôle sud, avec ce nouveau roman, Un monde au-delà des hommes, que vous publiez chez Albin Michel. Ce roman qui est une histoire vraie, que vous racontez de manière romancée, qui sont d'une part Roald Amundsen et puis Robert Scott, qui sont partis à la conquête du pôle sud au début du XXe siècle. Oui, Comment c'est vous ça. est venue cette idée? J'ai vu, j'ai pas ou entendu ce récit fantastique. Et moi, je l'ai pas du tout romancé. C'est absolument vrai. C'est suffisamment romanesque pour ne pas avoir à en rajouter. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux, cette conquête du pôle Sud, mais dans des difficultés mais inouïes, qui demandait à ces cinq hommes dans chaque équipe, que ce soit l'équipe norvégienne ou l'équipe anglaise, et qui demandait des qualités vraiment de héros, parce que c'était des températures de -50, parce qu'il fallait franchir des montagnes, des crevasses, des glaciers. Enfin, c'est inimaginable ce qu'ils ont fait. Alors deux équipes, l'équipe de Roald Amundsen, le Viking norvégien, qui lui a déjà les deux ont une expérience Oui, les deux, les les deux. deux. Et puis Scott, le militaire anglais. Alors qu'est-ce qui les a motivés? Est-ce que c'est quelque chose où ils auraient pu mettre leurs efforts en commun, mais il y avait sans doute peut-être des enjeux différents qui faisaient qu'ils ont voulu partir chacun de leur côté avec leur propre expérience et puis leur propre manière d'atteindre le Et pôle. leur propre équipe. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi n'ont-ils pas uni leurs efforts? Parce que, bien sûr, Amundsen était, en tant que Norvégien, était beaucoup plus expérimenté que Scott, parce il était né, il avait grandi dans le froid, la neige et la glace. Mais ils auraient pu unir leurs efforts, mais tous les deux voulaient absolument planter le drapeau de leur pays au pôle Sud. C'était une affaire nationale. Donc, il n'était pas question qu'ils partent à deux, et puis ils se connaissaient pas tellement, et puis ils s'aimaient pas tellement. Et puis ils avaient décidé, en fait, Amundsen a décidé, après Scott, d'aller au pôle Sud. Scott avait décidé le premier. Il a été sidéré quand il a reçu un télégramme en Australie d'Amundsen lui disant que lui aussi partait vers le pôle Sud. Alors effectivement, et donc ils sont allés à deux endroits différents pour atteindre le même but, et Oui, avec des moyens différents. Des oui, moyens classiques, on va dire, pour l'un, et des moyens peut-être sinon plus modernes, mais qui se sont finalement aussi révélés moins efficaces. Donc les chiens de traîneau d'un oui, côté, les poneys, oui, et puis... absolument, vous avez raison. D'un côté, comme Amundsen l'avait appris chez les Inuits, chez les Esquimaux, avec lesquels il avait vécu longtemps, donc il savait qu'on se déplaçait dans les grands froids et dans la glace avec des chiens de traîneau, alors que Scott voulait miser absolument sur les poneys de Mandchourie, mais il a envoyé un acolyte pour les acheter et on lui a refilé des vieilles rosses exténuées, et puis sur des petites traîneaux à moteur qui ont calé au bout de 48 heures. Donc les Anglais sont partis en tirant eux-mêmes leurs Oui. traîneaux, alors que les Norvégiens avaient des traîneaux et des chiens. Alors les chiens, parce que ce sont les autres héros aussi Ah, de cette je les ai histoire. adorés. Je les ai adorés, ces chiens. Mais alors, ils ont été quand même mis, d'une part, à rude épreuve par leur travail, et puis d'un autre côté, il y a eu quand même aussi des moments qui ont été... Sache que j'ignorais cette histoire-là, le fait d'abattre les Oui, chiens pour revenir, tout simplement, parce qu'il fallait nourrir les autres, il fallait nourrir les hommes, il fallait... Enfin, voilà, voilà. Exactement. Et beaucoup m'ont dit, mais c'est affreux, cette boucherie des chiens, c'est épouvantable. Comment Amundsen a-t-il pu faire une chose aussi horrible? Mais s'il ne l'avait pas fait, ils mourraient tous, hommes comme chiens. Donc, il a sacrifié effectivement 4 et 4, 8, 16 ou 17 chiens parce qu'il fallait manger. Les chiens aussi devaient manger. Donc, ils devaient se nourrir pour arriver jusqu'au pôle Sud. Et s'il ne l'avait pas fait, tout le monde mourrait. Donc, en fait, le choix, il s'imposait. C'était comme ça, c'était comme ça. C'était la lutte, la rude, très rude loi de ces pays totalement inhospitaliers. Mais oui, il est quand même rentré avec 11 chiens et 2 traîneaux et c'est 5 hommes en pleine forme et il est rentré quand même à sa base alors que les autres, on va peut-être en parler tout à l'heure, oui, ça c'est une toute autre histoire. oui, 3400 kilomètres. Oui, Et oui, pour en revenir aux chiens, il y en a bon, qui s'échappent, il y en a un qui est revenu aussi, mais et d'ailleurs oui, qui a eu la vie sauve par ce côté ah mais héroïque. oui,
qui était un héros. On l'a même fait poser en photo au pied du drapeau norvégien. Donc oui, revenons quand même à parce que l'aventure aura lieu, mais l'aventure sera tragique pour Robert Scott. Et puis finalement, même si ce n'a pas été simple pour Asmussen, se terminera quand même dans de meilleures conditions. Oui, absolument. Amundsen, ils ont beaucoup. Il ne faut pas minimiser les efforts magnifiques qu'a fait l'équipe norvégienne. Ils ont vaincu tous les obstacles. Ils ont aussi énormément souffert d'un froid à -50, de glace. C'était pas de la pluie, c'était des morceaux de glace Des qui morceaux de tombaient du glace, ciel. des rasoirs Oui, qui tombaient, oui, des oui. rasoirs qui leur tombaient dessus, et puis des rafales de vent à 200 km/h. Enfin, ils ont passé par des épreuves épouvantables, mais c'était des gens aguerris. C'était surtout une équipe très soudée, très unie, qui avait la chance de compter un champion d'Europe de ski, parce que Bjaaland, il est moins connu maintenant, mais au début du XXe siècle, il était connu, c'était un champion de ski, et donc il était capable de faire des prouesses. Et puis, donc, eux sont arrivés, ont planté le drapeau norvégien, une petite tente avec quelques petits objets qu'ils laissaient pour les Anglais, c'était un peu narquois, et puis ils sont rentrés à leur base sans trop de difficultés. Parce qu'il paraît même qu'il fallait mettre des freins aux traîneaux, parce que dans les descentes de la montagne, les traîneaux avaient tendance à trop filer, et par contre, les skieurs s'en donnaient à cœur joie. La mort, comment, on va dire, l'équipe qui n'est pas revenue a été perçue et puis comment, justement, Asmussen a rendu hommage, je dirais, à son rival, malheureux rival. Oui, il a rendu hommage à la Société National Geographic Society à Londres, mais là, ils n'ont pas été très fair-play, ces braves Anglais, parce que finalement, à la fin, ils ont tous demandé qu'on lève un toast aux chiens et un triple hurrah pour les chiens. Mais on n'a pas mentionné le nom d'Amundsen. Mais c'est vrai que le destin de Scott, ils descendent, ils arrivent au pôle un mois après Amundsen. Déjà éreintés, parce qu'ils tiraient eux-mêmes des traîneaux. Vous savez, ils avaient des harnais, et ils tiraient les traîneaux. Ils étaient éreintés, ils avaient des gelures, ils avaient le scorbut, ils étaient dans un état lamentable. Et puis sur le chemin du retour, le plus fort, le géant, celui qui faisait les tâches difficiles, se coupe, et dans les grands froids, les coupures ne cicatrisent pas. Donc la gangrène s'y met, la gangrène monte le long du bras, et Evans, qui était le plus fort, le plus costaud, meurt le premier. Il est là, quelque part sous la neige, on ne sait pas où, mais il est toujours là-bas. Ensuite, le jeune officier de cavalerie, Laurent Haute, parce que Scott avait voulu avoir un jeune noble officier de cavalerie, ça rehaussait son équipe, meurt le second, parce que lui aussi a les pieds totalement gelés. Ils sont noirs, j'ai vu des photos, enfin on a pris des photos jusqu'à la mi-jambe complètement noire, donc la gangrène y est mise aussi. Il est à bout de force. Et pour épargner ils n'ont plus de nourriture puisque Scott n'a pas prévu assez, et puis il n'y a pas de paraffine pour réchauffer même la glace et en faire de l'eau et boire parce qu'on ne peut pas boire la glace. Et il veut épargner sa présence et le fait qu'il mange et qu'il boit à ses amis. Il part seul par moins 50 degrés. Et bien sûr, il va mourir à 100 mètres de là. Et lui est toujours aussi sous la glace, sous la neige. Il est quelque part, son corps reste là-bas. Et les trois derniers qui sont sous la tente, ne peuvent pas en sortir à cause des conditions météorologiques. Il y a une tempête épouvantable, ils n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus de chauffage, ils se serrent les uns contre les autres et ils meurent. Et on les retrouvera un an plus tard, parce que pour aller à leur secours, il faut de nouveau qu'il y ait l'été antarctique, parce que vous savez que les décalages de saison, l'hiver, il n'est pas question de se déplacer pendant l'hiver arctique. D'ailleurs, il fait nuit, vous savez, il fait 6 mois jour et 6 mois nuit. Mais quand il y a la possibilité de voir où ils sont, les Anglais partent, et ils trouvent la tente avec les 3 cadavres gelés sous la tente. Alors ils affaissent la tente sur les 3 cadavres, ils mettent de la neige dessus, un tumulus de neige, pardon, et ils plantent une croix sur le tumulus de neige. Et c'est toujours là, ils sont toujours là dans leur tente, sous le tumulus de neige, avec la croix qui domine, personne n'y a touché. Voilà, l'immensité blanche et puis les traces des premiers aventuriers qui se sont rendus au pôle Sud. C'est ce que vous racontez dans ce livre, Un monde au-delà des hommes,
Catherine Hermary-Vieille. Merci de nous avoir fait voyager, puis aussi de nous avoir conté cette aventure. Moi, je connaissais dans les grandes lignes, mais j'ai découvert beaucoup de choses et ça me donne aussi envie d'aller un petit peu plus loin pour en savoir plus sur ces deux personnages et puis sur ce qui les a animés à partir comme ça sur cette immensité désertique blanche hostile un jour de 1900, du début du XXe siècle, 1912, oui, au début du XXe siècle, 1911, 1912, voilà, exactement. De partir. Écoutez, vous m'avez donné envie de partir, mais je vous conseille pas de partir en Antarctique. Partez par l'esprit, par l'imagination. Absolument. Parce que là-bas, c'est pas un pays où il fait bon vivre. En tout cas, merci de m'avoir invité. Et puis, vous savez, ces héros, ces 10 héros, les Anglais comme les Norvégiens, je m'y suis tellement attachée, parce qu'ils sont tellement attachants. Et les chiens, et le paysage, que jusqu'à ma mort, ils resteront dans mon cœur.